Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai invité Renaud Savoya à nous partager son parcours parce que je pense que son expérience est intéressante, qu'elle peut être inspirante et qu'elle peut t'apprendre pas mal de choses. Donc, je lui ai demandé tout simplement de nous parler un petit peu de lui, de nous parler de son histoire. Il faut savoir que Renaud, il est 3 fois champion d'Europe et 9 fois champion de France dans sa discipline. Je te laisserai écouter l'épisode pour savoir de quelle discipline on parle. Et en fait, en parallèle de son activité de sportif, de son activité de compétiteur, eh bien, il a aussi une boutique en ligne. Et en fait, ce que je lui ai demandé en fait dans une première partie de l'épisode, c'est que je lui ai demandé déjà de nous parler un petit peu c'est quoi le quotidien d'un champion, c'est quoi le quotidien d'une personne qui est dans la compétition comme lui. Les sacrifices que ça demande, les exigences que ça demande, etc. Ensuite, je lui ai demandé de nous parler un petit peu de sa boutique en ligne, pourquoi il avait lancé une boutique en ligne en parallèle de son activité de sportif. Et tu vas voir que sa boutique en ligne, elle fonctionne plutôt bien parce que quand il s'est lancé en 2016, il avait fait un chiffre d'affaires de 28 000 euros et en 2021, il est arrivé à 500 000 euros. Donc, on a plutôt une belle progression, sachant que sa progression, elle continue. Là, au moment où j'enregistre le podcast, on est au mois de mars, enfin même on est au 1er avril. Et tu verras qu'il est déjà sur une croissance qui va vers les 700 000 euros et son objectif, c'est d'atteindre les 1 million d'euros d'ici la fin de l'année 2022. Donc, on est sur une belle croissance et ce qui est d'autant plus intéressant dans le parcours de Renaud, c'est qu'en fait, il arrive à avoir une très belle croissance sur son site e-commerce alors que c'est une activité annexe par rapport à son activité principale qui est la compétition. Et il travaille en moyenne 20 heures par semaine sur son site e-commerce. Donc, je lui ai aussi demandé de nous expliquer un petit peu comment il s'organise, quels conseils il peut avoir pour justement être le plus efficace possible et faire croître son entreprise quand finalement on n'est pas capable d'y passer autant de temps qu'on voudrait. J'espère que cet épisode va te plaire et je te laisse avec ma discussion avec Renaud. Salut Renaud, est-ce que tu vas bien ? Salut Olivier, super, en grande forme. Ok, génial. Écoute, on va parler un petit peu de ton parcours. T'as entre guillemets 2 carrières et j'ai envie qu'on parle un petit peu de ça. Je pense que ça va intéresser les personnes qui écoutent ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta carrière de sportif, de champion? Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que tu fais et comment ça se passe au quotidien, cette partie-là de ton business? Oui, alors effectivement, j'ai une vie assez atypique. Quand j'ai rencontré ma femme, son père lui a dit ton chéri, il est pilote, ça c'est génial. Et effectivement, il doit rencontrer Sébastien Loeb, Ogier, tout ça. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, mon job, c'est d'être pilote professionnel de voiture radiocommandée. Alors, si on est, ça se compte à peu près sur les doigts d'une main, je pense, en France, si je suis pas tout seul. Effectivement, c'est toujours cette image-là qu'on a de jouer à la petite voiture. Mais moi, je le vis depuis que je suis enfant, avec mon père à l'époque, et puis progressivement monter les échelons jusqu'à aujourd'hui en faire mon métier. Et effectivement, j'ai différents sponsors qui me rémunèrent pour faire la promotion des produits, donc pour ces marques-là, partout dans le monde. Donc je voyage, je fais partie de l'équipe de France. Et donc je fais des compétitions de voitures radiocommandées. Alors c'est très différent de ce qu'on a aujourd'hui sous le sapin, ce qu'on peut avoir à Noël, parce que c'est des vraies voitures de compétition. On a aujourd'hui aussi des clients qui utilisent ces voitures en ayant une vraie connaissance mécanique, c'est des vraies voitures de course et qui appliquent ça sur des voitures de course échelle 1, que ce soit sur circuit ou WRC. Et c'est vrai qu'on a une multitude de réglages, donc c'est très 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 précis et c'est ce que je fais au quotidien. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, tu l'as pas précisé, tu as été 3 fois champion d'Europe et 9 fois champion de France. Et je crois que tu me disais, tu es dans les 20-15 premiers mondiaux, c'est ça ? Effectivement, ouais, je pratique la catégorie 1/8, donc c'est des voitures qui font à peu près entre 30 et 40 cm, tout terrain, donc sur la terre, thermique, avec des moteurs. Pour ceux qui font un peu de voiture, ça monte à 45 000 tours minute. C'est vraiment des très petites mécaniques et très
très puissante pour la catégorie. Et donc, j'officie donc dans cette catégorie-là principale. Et donc, je fais partie du top 15 mondial. J'ai déjà fait 4 finales de championnat du monde. Et là, cette année est une grosse saison pour moi parce que je vais au championnat d'Europe en Espagne, qui était censé être au Brésil, mais Covid aidant, ça s'est rapatrié sur l'Espagne, qui est un pays un peu plus safe. Mais voilà, je voyage beaucoup pour ces compétitions-là qui m'amènent à vraiment profiter de ma passion, qui est devenue mon métier. Ouais. Ok, juste par curiosité, ce genre de voiture, ça peut monter à combien de kilomètres/heure? Alors ça, c'est la première question qu'on me pose en général. Ça monte à combien? Alors nous, on parle en termes de hauteur. Des fois, on dit ça monte à 5-6 mètres sur des gros sauts. Après, dans ma catégorie, en tout cas, qui n'est pas la catégorie la plus rapide, puisqu'on est sur Terre avec des grosses bosses, on peut monter jusqu'à 70-80 km/h. Par exemple, j'étais aux États-Unis au mois de février, on avait des bosses de 12 mètres de long. Donc, si vous imaginez une voiture en l'air pendant 12 mètres, ça commence à faire un petit peu beaucoup, ouais. Ok, d'accord. Donc, il faut quand même pas arriver dans le public parce qu'il y a un truc de ce gabarit-là qui va arriver à 80 km/h. On a déjà vu, on va pas faire un demi de MV carré, mais on a déjà vu des voitures rentrer dans des jambes et ça fait une fracture ouverte immédiatement. Hein. Ok, ça marche. Ok, il y a du danger. Il y a quand même du danger dans le sport. Ok, ça marche. Ok, donc du coup, ok, donc il y a de la précision. C'est quand même des voitures qui vont vite, etc. Et du coup, c'est quoi les exigences pour justement arriver à ton niveau en termes de temps de travail, tu disais en termes de déplacement, etc. Comment ça se passe une semaine ou un mois d'une personne comme toi qui est dans la compétition? C'est vrai que comme tout, je pense toute compétition à haut niveau, à partir du moment où on veut atteindre vraiment cette pointe du diamant dans le niveau de compétition dans laquelle on opère, c'est de la dedication, comme on dit, donc c'est vraiment un job à temps plein. On doit évidemment préparer les compétitions, être au mieux préparé avec le matériel qu'on utilise, mais aussi toute la préparation en avant. Donc, je fais quand même au moins 1 ou 2 séances d'entraînement par semaine, donc avec des circuits locaux autour de chez moi. Et puis, on a eu aussi une partie préparation mentale qui prend un peu de temps aussi parce que aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai. On n'en parle pas trop. C'est un peu toujours tabou. On voit ça comme du psychologique. C'est comme aller sur une séance chez le psy, mais on a toute cette partie préparation mentale qui prend un peu de temps aussi pour être au top pendant ces compétitions-là parce que c'est souvent des gros déplacements, des gros budgets aussi pour nos sponsors. Et donc, on a une pression qui est assez importante parce qu'aujourd'hui, comme un footeux, en fait, je sais que je suis payé à être bon et le jour où je suis pas bon, je serai plus payé. Donc voilà, on essaye de toujours fournir le maximum, d'être au meilleur de notre forme mentale, physique et notre matériel. Donc une semaine type, par exemple au mois de mai, sur tous les week-ends de mai, tous les week-ends j'ai des compétitions. Donc quoi qu'il arrive, ça veut dire des déplacements. Je vais en Espagne, je vais au Portugal, donc c'est à chaque fois quasiment une semaine de déplacement. Plus entre-temps, j'essaye de caler encore des entraînements, encore 1 journée ou 2 d'entraînement par semaine. Ok, d'accord. Donc déjà, tu es en compétition presque tout le temps et en plus, tu as les entraînements à maintenir, etc. Plus, et je suppose, en plus, les réglages de la voiture, etc. à faire à côté. C'est intéressant ce que tu disais aussi sur la préparation mentale parce que c'est quelque chose qui finalement est très reconnu dans les sports, on va dire, un peu plus classiques. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es dans le haut niveau, que tu as besoin d'être concentré et que, comme tu dis, tu as la fatigue, tu as tout ça, je pense qu'en effet, le mental reste super important. Donc, ok. Donc on est sur quelque chose qui en effet, en tout cas, est super exigeant. Du coup, moi, à côté de ça, tu as lancé un e-commerce en parallèle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, c'est quoi la raison qui fait que tu as lancé ça à côté? Est-ce que actuellement tu gagnais déjà ta vie simplement avec la compétition ou est-ce que c'était une nécessité pour toi de lancer le e-commerce à côté? Alors non, moi c'était pas du tout une nécessité de lancer mon e-commerce. Moi, je suis devenu professionnel donc pilote professionnel depuis 2009, pardon. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai habité 1 an en Australie, un an aux États-Unis. Et en fait, j'ai ramené un peu cette culture-là avec moi. Mais j'étais déjà pilote professionnel, donc je n'avais déjà plus besoin d'avoir des revenus à ce moment-là en parallèle. Mais j'ai créé ma boutique parce qu'en fait, c'était un constat où j'avais mes sponsors. Donc, on parle de voitures, de moteurs, de pneumatiques. Donc, c'est mes différents sponsors qui me payent une partie de mon salaire au quotidien, plus les frais de déplacement. En fait, j'avais déjà cette casquette de pilote, mais je voyais que par moment,
il y avait certains produits pour lesquels je donnais, hein, c'est-à-dire que je faisais des compètes, je faisais de la recherche et développement pour ces entreprises-là. Il y avait certains produits qui n'étaient pas forcément disponibles, où j'avais des compétiteurs qui avaient du mal à les trouver. Et je dis, bah tiens, pourquoi pas lancer une boutique en ligne pour rendre ces produits disponibles et potentiellement encore plus justifier mon salaire. C'est-à-dire que voilà, une fois que j'ai ma boutique, bah, tout ce qui passe par ma boutique, ça justifie aussi que j'ai une bonne image, que je génère des ventes et peut-être plus quantifiable pour mes sponsors. Donc c'était un peu le constat de départ. Et la deuxième chose, c'était ma retraite, parce que comme tout sportif professionnel, on sait que c'est à durée limitée. Moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai une femme, 2 enfants, et je sais que j'ai plus le même pilotage que quand j'avais 16 ans ou 17 ans et que j'ai eu un peu mes belles années là où j'étais vraiment pour me battre pour le titre de champion d'Europe. Là, aujourd'hui, quand je vais faire un championnat d'Europe, mon objectif, c'est le podium, mais je sais qu'il y a des petits jeunes de 16, 18 ans qui sont plus jeunes que moi, qui ont plus de niaque et qui ont moins ce bagage. Et du coup, j'avais besoin de préparer ma retraite aussi en me disant, ça peut être une voie, si potentiellement ma boutique fonctionne bien, qui va me permettre de me payer par la suite le jour où, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus bon, donc on vous paye plus ou on vous paye moins. Je commençais déjà à glaner un petit peu pour que le jour où à 35, 37, 40, je sais pas quand exactement ça va s'arrêter, mais j'ai déjà préparé ce petit coussin pour que ça me prépare à l'avenir. Ok, d'accord. Du coup, là, tu nous partages que en fait, tu t'as plus forcément la capacité d'aller chercher forcément des gros titres, etc. Et du coup, tu envisages déjà ta retraite. Dans ta discipline, l'âge aussi joue vraiment sur peut-être la réactivité, les réflexes, etc. Oui, je pense que vraiment, moi aujourd'hui, mentalement, je pense que je suis beaucoup plus fort que certains jeunes qui ont moins d'expérience, parce que mon expérience m'a apporté. J'ai déjà eu de nombreux cas où c'est vrai que j'ai d'autres pilotes en face de moi qui sont plus jeunes, plus rapides, mais moins préparés mentalement, donc j'arrive quand même à prendre le dessus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme je disais, je fais aujourd'hui, j'ai créé l'année dernière une école de pilotage dans mon domaine. Donc je fais des journées avec des pilotes qui viennent avec leur matériel, je leur donne des conseils pour mieux régler leur matériel, pour mieux appréhender les trajectoires, etc. Comme on fait exactement pareil en échelle 1, quand vous allez une journée circuit avec une voiture, vous louez une monoplace, des choses comme ça, c'est exactement pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que je pense que j'ai un pilotage en bon père de famille. C'est-à-dire que dans ma vie au quotidien, avec l'entreprise, avec tout ça, on prend des risques, c'est une évidence, mais on en prend moins que quand on n'a pas eu déjà ces échecs ou ces erreurs. Et en pilotage, c'est exactement pareil. Je sais qu'à 16 ans, si je retombais d'une bosse, ma voiture elle était en travers, j'avais tendance à accélérer et puis ça passe, pas de souci. Aujourd'hui, à 35 ans, je vais évaluer les risques et puis je vais me dire, j'ai le risque que ça plante, donc je vais lâcher et puis je vais prendre moins de risques, donc naturellement, je serai moins rapide. Et c'est cette différence-là qui se fait aussi. En plus des réflexes, on perd un petit peu de vitesse, je pense, avec l'âge. Ouais. Ok, d'accord. Donc en effet, du coup, tu anticipes ta retraite en lançant ton e-commerce. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement, la raison première pour laquelle tu as lancé ton e-commerce, c'est parce que tu as identifié un besoin client, ce qui est ultra important, parce qu'en fait, c'est toujours ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si on part de soi quand on fait quelque chose, du moins dans le business, on va essayer... Je prends l'expression, on va essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés en fait. Par exemple, je sais pas, tu as besoin de... Voilà, si tu étais parti de l'idée, tu as besoin de préparer ta retraite, tu serais peut-être pas parti sur une boutique en ligne, tu serais peut-être pas parti sur la vente de ces produits-là, tu serais peut-être parti sur autre chose, et ça aurait pas forcément collé avec ce que veulent les gens parce que tu as mal identifié le besoin au départ. Alors que là, finalement, l'origine de la boutique, c'est véritablement parce que tu t'es rendu compte, parce que tu étais sur le terrain, parce que tu discutais avec les gens, qu'il y avait un manquement, et que peut-être toi, tu avais la capacité de combler ce manquement. Après, la question que j'ai, c'est naturellement, tu t'es dit ça va être via un site e-commerce ou tu as pensé à d'autres solutions? Aujourd'hui, pour vendre dans mon domaine, dans mon marché de niche, il n'y a pas beaucoup de canaux de distribution. On a soit la vente en ligne qui est de plus en plus présente. À l'époque, on avait des magasins physiques, des boutiques, mais aujourd'hui, si vous allez dans votre ville, dans n'importe quelle ville de France, c'est pas demain que vous allez croiser une boutique de modélisme, alors peut-être pour des maquettes, des choses comme ça, mais dans mon marché vraiment purement compétition, on a à peu près 10 000 licenciés aujourd'hui en France.
on a du mal à imaginer des boutiques physiques pour vendre ces produits-là et qui soient vivantes. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'ai débuté, il y avait beaucoup de boutiques physiques pour vendre du modélisme, pour vendre des voitures radiocommandées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et du coup, oui, pour moi, le business en ligne était la chose la plus simple parce que en plus, j'ai peu de temps à m'y consacrer. J'ai ma carrière de pilote et c'était pour moi pas envisageable d'ouvrir une boutique physique quoi qu'il arrive. Donc le côté combien de temps tu travailles, c'est quelque chose qui m'intéresse, on va y revenir juste après. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est un petit peu la progression que tu as eue avec ta boutique en ligne. Est-ce que ça a mis du temps à démarrer? Est-ce que ça a démarré rapidement? Et puis, quand est-ce que tu l'as lancé aussi? Est-ce que tu peux nous partager ça? Est-ce que tu peux nous partager ton chiffre d'affaires, si tu es OK pour le faire? Et la progression surtout du chiffre d'affaires, c'est ça qui m'intéresse le plus. Oui. Alors oui, au début, moi comme je l'ai dit, c'était c'est toujours pour moi une activité parallèle, mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment au tout début de l'activité. Moi j'ai créé du coup la société en 2016, donc j'étais tout seul au début. Sur 2016, on a fait qu'une demi-année parce qu'on a commencé au mois de juillet, mais on a préparé 200 commandes pour un chiffre d'affaires de 28 000 euros. Donc ça c'était le tout début. Et puis progressivement, ça a augmenté jusque 2019 où on a préparé 1300 commandes et on a fait 140 000 euros de chiffre d'affaires. À ce moment-là, c'était déjà plus possible pour moi de concilier les deux, d'avoir ma boutique et de préparer les commandes au quotidien. Parce qu'on imagine que 1300 commandes sur l'année, ça peut arriver à tout moment et même quand je suis en déplacement. Donc à ce moment-là, j'ai embauché ma compagne pour m'épauler, pour m'aider. Et 2021, on finit avec un bilan avec 3600 commandes et plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires à nous deux. Donc une énorme progression en à peine 5 ans, chose qui est encore en nette progression cette année parce que si on regarde le prévisionnel de cette année, on est sur quasiment 5000 commandes et quasiment 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'embauche encore une deuxième personne pour m'épauler cette année. Ok, donc vous allez être 3 au total dans l'entreprise. Oui, là. Okay. Tout à fait. Est-ce que tu as identifié ce qui explique cette progression, qui est plutôt une belle progression, une progression plutôt rapide? Est-ce que tu as identifié les leviers en fait, que tu as utilisés et qui ont fait que ça a bien fonctionné? Il y a eu plein de choses. Au début, j'ai créé ma boutique avec PrestaShop. C'était pour moi, alors je suis assez autodidacte, j'aime bien un peu comme toi mettre la main à la pâte et voir comment ça fonctionne. Donc j'ai pris PrestaShop tel qu'il était, j'ai créé ma boutique, il y avait des choses bien, des choses pas bien. Bon ça a continué de marcher. Pour moi, je pense que dans notre domaine, le Covid et le confinement a un petit peu aidé aussi, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui ont acheté des voitures radiocommandées pour jouer dans leur jardin, pour s'occuper pendant les 2 mois où on était enfermés. Et moi, pendant ces 2 mois de confinement, j'en ai profité pour refaire mon site. Donc encore une fois, tout seul, ça m'a pris beaucoup plus de temps, hein, comme tu le dis souvent dans les podcasts. Hein, c'est que soit on fait affaire avec les personnes qui savent, soit on fait nous, et puis c'est des fois bien, mais ça prend énormément de temps. Donc j'ai profité de ces 2 mois-là de confinement pour refaire une refonte intégrale du site. Ça, c'est vrai que je pense que ça a été un petit peu le levier parce que du coup, j'ai vraiment intégré beaucoup de choses dans la refonte du site. Je regardais tout à l'heure, je suis tes newsletters et tes actions depuis 2017. Donc c'est vrai que j'ai un peu intégré en 2020, quand j'ai refait mon site, toutes ces petites choses que j'avais pu glaner depuis plusieurs années en connaissance du web marketing, du e-commerce. Donc je pense que ça a été le point de départ de notre grosse expansion, parce qu'on avait une belle expansion avant, mais c'est vrai que depuis 2020, ça explose. Mon comptable, à chaque bilan, il me dit, mais là, vous faites x2, monsieur Savoya, si ça continue comme ça, c'est très bien. Je dis, oui, moi aussi, c'est très bien, je suis très content. Donc je pense que ça a été la première chose qui a changé le cours de l'évolution, en tout cas. Et puis la deuxième, pour moi, avec le recul aujourd'hui, je vois, j'ai fait mes courbes, hein, on était à 2000 visiteurs en 2019 par mois en moyenne. Là, on est à 15 000 visiteurs. Et la grosse différence de cette évolution des visiteurs, c'est mon placement en SEO. Et cette progression, elle est vraiment étroitement liée à tes formations, c'est certain, parce que
j'ai vraiment appliqué ces choses-là à la lettre. Alors, au quotidien, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est vrai que le SEO, il se travaille en pointillé tout le temps, mais c'est vrai que je pense bien travailler ses fiches produits, bien travailler le SEO m'a vraiment aidé et c'est le retour que j'ai aujourd'hui par des clients en fait, alors qu'on est dans un marché de niche où pour moi, la majorité de mes clients aujourd'hui recherchent, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. La plupart, ils vont taper même une référence dans la barre de recherche ou dans Google, donc c'est vraiment, ils recherchent une pièce en particulier et ils tombent sur notre site. Je pense qu'il y a quelques années, c'était suffisant, comme tu as pu déjà le dire dans un podcast, il me semble, mais c'était suffisant de le rendre disponible. C'était pour ça aussi, moi j'avais créé ma boutique en ligne, c'était on rend ce produit-là disponible, on voit qu'il est en stock, ça suffit. Aujourd'hui, même dans mon marché, qui est un marché de niche où les gens savent ce qu'ils veulent, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fournisse quand même une information supplémentaire. Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que j'avais naturellement fait au début avec mon site. Je mettais le produit disponible, il est en stock, le prix, c'était terminé. Aujourd'hui, on travaille vraiment les fiches produits avec, on travaille sur les titres, on travaille sur du gras, on essaye de faire un maximum de vidéos aussi pour montrer le produit. Parce que c'est vrai qu'on tend vers ce e-commerce-là. Aujourd'hui, les gens veulent voir le produit avant de l'acheter et travailler vraiment la fiche produit, ça aide aujourd'hui. Et je commence à avoir des retours clients qui me disent moi j'ai acheté chez vous parce que vous expliquez le produit. Votre concurrent direct, il est peut-être 1 euro, 2 euros moins cher, mais derrière, je ne sais pas exactement ce que j'achète. Il y a une photo, c'est cool, mais aujourd'hui, c'est plus suffisant. Et je pense, voilà, c'est les petites clés aujourd'hui qui font la différence et qui, j'espère, vont encore nous aider par la suite, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps, tout ça, c'est sûr. Comme je disais, moi, c'est pas... Aujourd'hui, c'est encore pas mon core business. Ça me rémunère, c'est sûr, mais je passe pas 100% de mon temps. Et il faudrait y passer 100% du temps pour faire toutes ces vidéos produits, faire tout ça pour améliorer encore mon placement. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est la loi des séries. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, on va pas vendre un produit. Et en fait, comme on va travailler un petit peu dessus, on va faire une belle vidéo, tout ça. Là, on en vend un. Et puis, je sais pas, c'est l'algorithme de Google ou quoi qui travaille là-dessus. Mais on en vend un, on en vend 10. Et alors que la semaine d'avant, on n'en vendait pas. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que des fois, c'est compliqué. C'est sûr qu'il y a des moments où on se dit, là, c'est très, très calme. Et puis, la semaine d'après, ça cartonne. Donc, il faut persévérer, ça, c'est sûr. Il y a plein de choses super intéressantes dans ce que tu as dit. Moi, j'ai bien aimé le fait que tu disais que tu te formais en fait depuis 2007. Donc, tu suis ma newsletter. Je suppose que tu suis d'autres personnes. Du moins, tu te formes au marketing, etc. Et tu as finalement décidé de refaire après ta boutique en intégrant pas mal de choses que tu avais appris. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. En fait, je lis énormément, je lis beaucoup de bouquins et je lis des bouquins sur parfois des sujets où ça va être totalement inapplicable pour moi. Par exemple, je suis en train de lire un bouquin sur comment Amazon fonctionne en interne, etc., etc. Évidemment, il y a des choses, c'est compliqué de reproduire quand on parle d'Amazon et que toi, tu as ta petite entreprise à côté, tu vois. Donc, évidemment, c'est pas facilement reproductible. Par contre, il y a quand même des choses que tu apprends qui rentrent dans ta tête, en fait. Et un jour, en fait, à force d'ingurgiter toutes ces informations, il y a les points se relient entre eux et tu trouves une super idée qui s'adapte à ton marché, à ta taille d'entreprise, à ton client, etc., etc. Mais c'est parce que tu es allé chercher des informations un peu partout et que tu te formes en continu. Et c'est une erreur que je vois souvent, c'est que on va essayer de trouver la solution à notre problème maintenant et après on retourne au charbon et puis on fait juste et on se forme pas forcément. Moi, je me forme en permanence, entre guillemets, pour créer une espèce d'intelligence business, intelligence, ce que tu veux, on l'appelle comme tu veux, mais histoire qu'à un moment donné, en fait, toutes ces connaissances, elles soient capables de se relier lorsque j'ai un problème et de me dire, ok, là, je vais avoir une solution. Et j'ai la sensation que c'est ce que tu as un peu fait en suivant ma newsletter, mais aussi en suivant, je pense, d'autres personnes. Et le jour où tu as refait la refonte de ton site, tu avais plein de meilleures idées, plein de choses qui paraissent évidentes et d'autres qui te disaient, non, ça, clairement, faut pas le faire, etc. Enfin, je sais pas si ça te parle, ce que je partage. Tout à fait. C'est exactement ça. Et puis j'ai encore incrémenté depuis ce temps-là. C'est-à-dire que c'était marrant. C'est que là, en fait, d'avoir fait ce petit tableau récap pour moi, de voir en 2016 de ce qu'on fait, en 2022 ce qu'on fait, en nombre de commandes, en chiffre d'affaires, en visiteurs, ça me permet de prendre du recul
au quotidien, on n'a pas le temps de prendre ce recul-là sur le business. On voit notre objectif. Moi, l'année dernière, quand je fais 500 000 euros de chiffre d'affaires, je me dis, allez, l'année prochaine, on fait le million. Et en fait, on se fixe cet objectif-là, mais on se rappelle pas d'où on vient. Et là, déjà, tu vois, d'en discuter, je me dis, bah ouais, mon site, j'ai déjà refait en 2020. J'ai l'impression que c'était hier. Mais c'était cette histoire de confinement, on a l'impression que c'était hier. Mais c'était déjà il y a 2 ans. Jour pour jour, mars 2020, on était confinés. Et en fait, ça fait déjà 2 ans. Et aujourd'hui, comme tu dis, se former en permanence, je pense que c'est important, c'est clair. Mais même, moi, quand je vois mon site aujourd'hui tel qu'il est là, c'était peut-être 2 mois de boulot en plein confinement à ce moment-là, et j'avais l'impression qu'il était full. C'est-à-dire que j'ai tout mis. Et aujourd'hui, je vois mon site, je fais, mais non, c'est pas possible. C'est une roulotte, mon truc. Il y a plein de choses à améliorer. Et en fait, c'est là où on voit que on évolue au quotidien et c'est cool. C'est cool. Hein. Ça met des défis encore plus importants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois tout ce qui reste encore à améliorer. Et c'est sûr que si je m'écoutais, je refais encore 2 mois de boulot pour recommencer demain, parce que il y a plein de choses qui, pour moi, sont bonnes, étaient bonnes à l'époque, mais qui sont plus bonnes maintenant. Et du coup, c'est cool parce qu'on évolue, quoi. Ouais, alors après, la refonte totale, c'est pas forcément le conseil que je donne tout le temps. Moi, je préfère à la limite faire évoluer le site en permanence. Bon, ça après, c'est une question de choix et de capacité et de possibilités, bien sûr. Mais c'est ce que je fais au quotidien, évidemment. Mais moi, j'avais fait une grosse refonte parce que j'étais passé de 1.6 à 1.7 en PrestaShop. Aujourd'hui, voilà, c'est plus rajouter des modules, des visuels, des choses comme ça. Mais c'est vrai que comme on le voit dans la formation, il y a encore des choses à faire, ça, c'est sûr. Il y a autre chose que j'ai noté, c'est que tu as dit au début, j'avais juste mis les produits et puis c'est tout. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas forcément suffisant. Ce qui est amusant, c'est que je pense que quand tu as fait ça, en fait, tu as répondu juste aux besoins primaires que tu avais identifiés. Les gens n'arrivaient pas à trouver le produit, donc tu l'as mis en ligne et voilà. Et après, dans le deuxième temps, tu t'es rendu compte que finalement, sur Internet, ça suffisait peut-être pas parce que après, j'ai donné une solution, mais maintenant, il faut qu'on sache que cette solution, elle existe. Et du coup, c'est ce que tu as un peu fait avec le référencement naturel, entre autres. C'est améliorer tes fiches produits, améliorer ton site pour que Google montre ton site et que les gens découvrent que tu te donnes la solution. Et en fait, c'est souvent quelque chose aussi que j'identifie, c'est que on est parti du besoin du client et c'est génial parce que c'est ce qu'il faut faire. On a une solution pour ce client-là. Maintenant, ça suffit pas parce que si le client il est jamais au courant que cette solution existe, eh bien, il viendra jamais acheter en fait. Et c'est souvent un problème qu'on rencontre et que a priori tu as aussi rencontré vu que même si ça a fonctionné, tu as vu une vraie évolution derrière quand tu as amélioré ton SEO. Ah oui, non mais c'est pour ça que c'est assez paradoxal, c'est que moi aujourd'hui, sans prétention aucune, mais dans mon domaine, je suis quand même assez reconnu. J'ai plusieurs, peut-être je sais plus, 17 000 personnes qui me suivent sur Facebook, par exemple. Et pour autant, j'avais encore 2 cas de figure. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me suivent, qui me connaissent dans mon domaine, mais qui ne savaient pas que j'avais une boutique. Et j'en ai d'autres qui connaissent ma boutique et qui ne savent pas qui je suis, tu vois. Alors qu'on est dans le même milieu et par la création de ces tutos, par la création des articles de blog, aider les clients, j'ai réussi à toucher un autre public aussi qui connaissait pas du tout le monde de la compétition, qui connaissait pas Renaud Savoya, et du coup, tout est lié en fait. Et à l'inverse, moi au quotidien, j'achète des choses sur Internet de la même façon, et c'est vrai que moi-même aujourd'hui, je fais le choix d'acheter quelque chose quand je sais ce que j'achète. Et c'est vrai que truc tout bête, mais j'ai changé les roulements de ma machine à laver. Je veux quand même m'assurer qu'ils vont sur ma machine à laver. Et une fois que je les ai achetés, j'ai quand même suivi le tuto pour les changer. Et du coup, c'était un tuto qui était dispo sur ce site internet là, donc j'ai acheté ces produits-là. Mais aujourd'hui, ça paraît logique de faire ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas le cas. Et ça fait un global aujourd'hui où on accompagne, je pense, au maximum le client, et c'est plus juste voilà, tel produit il est là, achetez-le. C'est oui, on a ce produit là disponible, oui il est en stock, oui il est au bon prix, voilà comment vous pouvez l'installer, on est sûr qu'il ira pour votre produit. Voilà, c'est vraiment une démarche globale parce que on n'a plus cette démarche de vendre en direct avec le client, et dans mon domaine c'est à 100% vrai, et c'est pour ça aussi que j'ai évolué encore et qu'aujourd'hui je propose cette école de pilotage aussi, parce qu'on est dans un besoin.
En fait, aujourd'hui, on n'a plus ce contact physique dans la vente et il faut essayer de le recréer au maximum. Alors, c'est compliqué, mais selon les produits qu'on vend, c'est sûr. Mais pour moi, en tout cas, dans mon domaine, c'est ce que j'essaye en tout cas de travailler et qui, je pense, fait la différence par rapport à mes concurrents aujourd'hui, c'est qu'on essaye de recréer ce lien parce qu'on a beaucoup de techniques, c'est quelque chose de très pointu et par la boutique physique, juste une image produit, c'est plus suffisant. Ouais, il y a encore des choses super intéressantes, notamment le fait que tu as une certaine reconnaissance du fait que tu as été champion d'Europe, champion de France, etc. Et que du coup, tu fais partie des meilleurs mondiaux dans ton domaine. Et pour autant, c'est quelque chose sur lequel il faut communiquer, parce qu'évidemment, ça va accorder, les gens vont accorder plus de confiance à ce que tu peux dire et aux produits que tu vas vendre. Mais c'est quelque chose qu'il faut communiquer au maximum, parce que des gens qui vont acheter sur ta boutique, qui vont découvrir ta boutique, vont pas forcément le savoir, et du coup pourraient très bien aller chez un concurrent et juste parce qu'ils y vont pour le prix, alors que finalement s'ils apprennent que ta boutique à toi, elle est faite par un champion qui a gagné plusieurs titres prestigieux, ça va leur donner envie de rester chez toi, d'acheter plus de produits, etc., et de te faire confiance, d'écouter ce que tu dis. Donc c'est des choses qui sont importantes qu'il faut mettre en avant. Donc je sais que tu les mets en avant sur ta boutique, mais c'est clairement des choses qu'il faut mettre le plus en avant possible. Et tu parles aussi de le fait d'expliquer, de faire des tutos, etc. Ça, c'est une nécessité. Et tu as même dit, ça paraît évident maintenant. Je pense que pour beaucoup d'e-commerçants encore, c'est pas du tout une évidence. Pour beaucoup d'e-commerçants, ils sont juste là pour vendre. Et du moins, il y a encore un peu cette notion de je mets mes produits sur Internet et c'est un avantage suffisant pour que ça vende. C'est faux. Maintenant, il y a 10 ans, 15 ans, oui, mettre ses produits sur Internet, c'était un avantage parce qu'on était tout seul et puis on offrait un service qui n'existait pas ailleurs, qui était de pouvoir acheter tranquillement depuis son canapé. Maintenant, on peut presque tout acheter depuis son canapé. Donc, c'est plus un avantage. Et si on veut vraiment se différencier et au-delà de se différencier, créer une relation et une confiance avec le client, expliquer comment utiliser les produits, c'est super important. Decathlon, il suffit d'aller voir Decathlon. Decathlon, ils ont une chaîne YouTube avec plein de tutos de comment on installe les produits. Et évidemment, moi, je fais du VTT. Alors, je ne suis pas un professionnel et je ne suis pas un champion de VTT, mais pour autant, quand j'ai une galère avec mon VTT, d'ailleurs, j'ai ma chaîne de vélo qui vient d'arriver et que je dois monter, parce que j'ai cassé ma chaîne de vélo la semaine dernière, eh bien, en fait, j'ai pas envie de passer 1000 ans à monter ma chaîne de vélo. Par contre, je veux quand même que le résultat il soit bon. Je veux quand même pas me retrouver en galère comme la semaine dernière avec une chaîne qui est cassée, tu vois. Et donc du coup, si on me fait un tuto, qu'on m'explique clairement comment monter mon truc, je vais pas prendre le risque de me gourer de modèles de chaîne et de pas prendre la bonne. Je vais prendre la chaîne du mec qui a fait le tuto en fait, parce qu'au moins j'ai tout ce qu'il faut, et même si elle est un peu plus chère, c'est pas grave. Quand la chaîne va arriver chez moi, je vais la monter et je vais reproduire ce qu'il a fait, je vais avoir tous les éléments et c'est bon. Et c'est aussi ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que là on parle de mécanique, aussi bien pour le vélo que pour les voitures pour toi, mais c'est valable pour plein de choses. Je sais pas, si t'as un bébé et tu veux acheter des couches qui sont jetables, etc. Si on t'explique comment bien les nettoyer, etc., sans doute que tu vas acheter le produit de la personne qui t'explique comment bien les nettoyer parce que t'as pas envie d'en foutre partout quand tu es en train de changer ton gamin ou t'es dans ta salle de bain, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que juste proposer le produit sur Internet, du moins c'est ma conviction, mais juste proposer le produit sur Internet, c'est plus du tout suffisant. On a Amazon qui fait ça super bien et on n'ira pas les chercher là-dessus. Il faut aller plus loin et c'est accompagner le client dans l'utilisation du produit. C'est une des choses qu'on peut clairement faire et que tu fais très bien avec tes tutos. Ouais, je pense que, il faut aussi, comme on disait, il faut, je pense, se mettre à la place du client. C'est-à-dire que toi comme moi, on a déjà vécu cette expérience-là où on a un besoin d'avoir ce produit-là, on a besoin de savoir s'en servir et c'est nécessaire si on se met à la place de nous clients, de fournir ce qui va en face. Oui, et d'autant plus que pour toi, les produits que tu vends, c'est une évidence de comment on va l'utiliser, mais pour ton client qui va le recevoir, il a peut-être jamais changé les roues de sa voiture, il a peut-être jamais fait, je sais pas quelle modification sur sa voiture, et il y a un truc tout simple qu'il faut qu'il sache, mais s'il le fait pas, il va casser quelque chose sur sa bagnole, et du coup, sa bagnole, ça va être compliqué de la faire, qu'elle roule derrière. Et c'est des choses qui sont évidentes pour nous, mais si on les communique pas aux personnes qui achètent nos produits, eux, ils peuvent avoir pas mal de problèmes avec. Non, mais c'est sûr. Et après, moi, je sais que
on est vraiment dans un marché de niche et des fois, il faut même donner le produit à des néophytes parce que on est même trop. J'essaye de vulgariser au maximum dans la description, dans les tutos que je fais pour donner le maximum d'informations, que ce soit très accessible, mais des fois, pour moi, il y a des choses qui, même en ayant vulgarisé au maximum, ça paraît logique. Et en fait, on est vraiment au début de la base et il faut vraiment tout expliquer. Ouais. Alors justement, tout ça, on est d'accord que ça prend du temps, et tu m'as partagé avant l'interview que finalement, toi, en moyenne, parce que tu as des périodes plus intenses avec la compétition et des périodes un peu moins intenses, en moyenne, tu travailles à peu près 20 heures par semaine sur ta boutique, sachant que tu nous as dit que là, tu faisais un chiffre d'affaires de 500 000 euros et que tu étais parti pour 700 000 euros. Il y a plein d'e-commerçants qui, eux, vont travailler plutôt 60 heures par semaine pour absolument pas du tout les mêmes résultats, des résultats beaucoup moins bons. Est-ce que tu as des trucs que tu as identifiés qui font que tu arrives à être plutôt efficace, que tu gagnes du temps, ou justement que tu ne perds pas du temps sur certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as trouvé, ou un système d'organisation qui fait que tu arrives justement à travailler finalement que 20 heures, hein, je mets que entre guillemets, mais que 20 heures par semaine pour avoir une boutique qui fonctionne bien et qui évolue aussi comme ça? Après, c'est vrai que moi, c'est cette moyenne de 20 heures. Alors, mon boulot de pilote est assez saisonnier. Donc, il y a, comme je disais tout à l'heure, au mois de mai, je suis quasiment jamais là. Donc, je sais qu'au mois de mai, ça sera pas 20 heures par semaine que je vais pouvoir consacrer à la boutique. Et puis, au mois de décembre, j'en consacre un peu plus. Mais c'est vrai qu'on est dans cette moyenne-là. Moi, je pense qu'il faut déjà se connaître. Savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire déjà. Et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Moi, le premier, je sais que le matin, je suis très efficace, et puis l'après-midi, un peu moins. Donc, j'essaie d'organiser mon temps pour que je me dis, le matin, je travaille pour le site, le temps que je m'y consacre, et puis l'après-midi, je me consacre du coup à préparer mes voitures, plus du manuel, plus du mécanique. Ou chez nous, c'est la préparation de commandes en général aussi. On s'occupe plutôt l'après-midi. Voilà, c'est se connaître pour bien répartir son temps, savoir. J'ai écouté le podcast la dernière fois qui disait quand tu es dans ta zone de génie. Alors ça, moi j'ai dit ça à ma femme. C'est bon, chérie, t'es dans ta zone de génie, là, ça se passe bien. Voilà, on est vraiment exactement là-dedans. C'est se connaître pour vraiment donner les missions à chacun de qui est capable de faire quoi à quel moment pour que ce soit optimisé. Moi, effectivement, je suis pas quelqu'un de très organisé déjà à la base, donc je me force clairement à m'organiser au maximum. Donc je me mets des petits rappels. On a beaucoup d'outils aujourd'hui, que ce soit les téléphones, les ordi, les montres connectées, etc. Donc c'est toujours un petit rappel. Typiquement notre rendez-vous d'aujourd'hui, oh là là, j'avais le rappel, heureusement, parce que j'aurais pas oublié. Donc voilà, faut se connaître. Et clairement, moi je sais que je suis pas organisé, donc voilà, faut avoir des techniques pour pouvoir être mieux organisé, ou si on n'aime pas faire un truc, on essaie de pas le remettre à plus tard, c'est le faire tout de suite, pour justement, parce que si on procrastine, c'est le pire des ennemis. Il y a des choses que j'aime pas, alors je dis je le fais pas lundi, puis je le fais pas mardi, puis je me connais, je le ferai pas mercredi, puis au final je le ferai pas vendredi non plus. Donc voilà, c'est essayer toujours d'avoir bien se connaître pour justement organiser son temps au maximum. Et puis souvent, faire les choses qu'on aime le moins possible tout de suite, que ça s'est fait, cool. Maintenant, je peux attaquer ma semaine tranquille, ça c'est fait. Il y a des points noirs comme ça, où il y a la compta, il y a des choses comme ça. C'est sûr que quand on est e-commerçant, on a beaucoup de points sur lesquels on doit tout faire. Donc c'est compliqué de gérer correctement les choses quand on a un paquet de choses à faire, une to-do list qui est énorme, et puis on a malheureusement trop peu de temps à y consacrer. Mais on va d'abord à l'essentiel, je pense, et puis du coup, voilà, une fois que cet essentiel-là est fait, si on, par manque d'organisation, parfois on peut manquer un peu de temps, au moins on a fait déjà l'essentiel. Après, c'est vrai que je ne consacre pas assez de temps, enfin en tout cas pas suffisamment aujourd'hui pour pouvoir peut-être développer encore plus mon activité, c'est sûr. Quand je me fixe le million d'euros de chiffre d'affaires cette année, je sais que il faudra aussi que je puisse m'accorder peut-être plus de temps pour fonctionner. Mais c'est vrai que je suis déjà très heureux, comme je disais tout à l'heure, d'avoir eu cette évolution-là jusqu'à où on est aujourd'hui. Moi aussi,
je pense, en étant e-commerçant, qu'il faut se fixer des objectifs qui soient réalisables, atteignables. Déjà, voilà, il faut regarder un peu ce qu'on est capable de faire. Et ça va aussi dans se connaître, parce que moi, je suis compétiteur dans l'âme. C'est-à-dire que j'ai attaqué la compète à 5 ans avec mon père. J'ai jamais arrêté depuis. Ça fait 30 ans que je fais ça et je suis compétiteur. Donc pour moi, le milieu du e-commerce, ça reste aussi de la compétition. On veut être meilleur que les autres pour plutôt vendre nous que les autres. Après, moi, je vends par mes capacités, par l'addition de services, par ces choses-là, et pas forcément la réduction des prix, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que le temps qu'on veut bien y consacrer, c'est vrai que c'est le temps qu'on peut y consacrer, et c'est souvent limité. Mais je pense que ouais, ce serait les conseils que je peux donner aux e-commerçants. En tout cas, c'est vrai que il faut pas procrastiner, aller aller dans tout de suite ce qu'on n'aime pas faire tout de suite. Si on peut déléguer, c'est génial. Si on peut déléguer, comme tu disais la dernière fois, si on peut déléguer les choses qu'on n'aime pas, il y aura forcément peut-être quelqu'un qui aimera les faire, et du coup on reste dans cette positivité. Et aussi, moi, j'ai lu des bouquins que tu nous avais conseillés d'ailleurs, hein, mais rester positif. Aujourd'hui, on est quand même malheureusement dans une société où on écoute les infos le matin. Il faut pas. T'écoutes les infos le matin, c'est le prix du gasoil, le machin. Non, stop. Il faut pas. C'est déjà pour moi une perte de temps. C'est cool de savoir ce qui se passe un peu autour de nous. Il faut pas être enfermé dans une grotte non plus, mais savoir ce qui se passe, c'est important. Mais c'est de la perte de temps aujourd'hui. Quand on est sur Facebook ou tout ça, j'adore, hein, c'est mon outil de travail aujourd'hui, la communication là-dedans, mais ça perd énormément de temps, et puis il faut rester positif, il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai fait un petit peu le tri aussi dans mes amis, dans les gens qui étaient dans mon entourage et qui étaient négatifs. Parce que quand on est e-commerçant aujourd'hui avec une vie de famille, ça nous prend énormément de temps, c'est très stressant quand même. Et c'est vrai que d'être entouré de personnes positives, ça nous tire vers le haut, quoi qu'il arrive, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Quand vous travaillez avec des gens qui sont positifs, et ça va que de l'avant. Franchement, on s'entoure des bonnes personnes, on va avoir toujours un conseil qui va dire « Ah ouais, ça, j'y ai pas pensé. » Et puis ça s'incrémente, c'est exponentiel en fait. Et après, ça explose. Alors, aujourd'hui, je suis très content de mon business, donc tout va bien. Je peux être que positif, c'est sûr, mais si j'étais dans un cas où je travaille 60 heures par semaine pour mon e-commerce et ça décolle pas, c'est compliqué d'être positif dans ces conditions-là. Mais je pense que c'est très important de rester positif, de s'entourer des bonnes personnes et de faire les bons choix. Des fois, peut-être se poser un peu, prendre du recul, et puis prendre des fois les bonnes décisions. Alors, on sait jamais si c'est la bonne décision le jour où on la prend, c'est sûr. Mais quand en tout cas on a la joie de vivre et quand on le vit positivement, je pense que c'est beaucoup plus facile à appréhender. Alors, écoute, je prends toujours des notes et il y a une infinité de conseils géniaux dans ce que tu viens de me dire. Je pense qu'on pourrait faire un podcast de 4 heures dessus. Je vais relever ce que... Je parle beaucoup, je m'arrête pas. Non, mais enfin, c'est à toutes les 2 phrases, il y a un super truc, donc je peux pas. C'est pour ça que j'interviens pas, je peux pas t'arrêter, tu vois. Mais du coup, non, c'est génial. Déjà, alors, premier truc que tu as dit, c'est se connaître. Et tu disais que toi, le matin, tu es plutôt efficace, l'après-midi, tu l'es moins. C'est super important. Clairement, je suis comme toi. Je suis beaucoup plus efficace le matin et beaucoup moins l'après-midi. Et ce que tu fais, c'est exactement ce que je fais. C'est que moi, je vais faire des trucs plutôt manuels où mon cerveau, il est à l'arrêt. Parce que l'énergie que je dépense, c'est l'énergie de cerveau. Hein. Et du coup, voilà, je vais faire des trucs vraiment basique, vraiment, j'ai pas besoin de réfléchir, je peux mettre la musique à fond et bouger, ça me redonne d'ailleurs, c'est un petit truc aussi qui me redonne de l'énergie, moi la musique, mais voilà, je vais faire des trucs où j'ai pas besoin de réfléchir. Par contre là, tu vois, on a un interview, je fais l'interview aujourd'hui avec toi, alors c'est pas moi qui cale l'interview, j'essaie d'arranger aussi la personne avec qui je vais le faire, mais les matins c'est beaucoup plus cool pour moi parce que ça demande de l'énergie, ça demande d'être concentré, de bien écouter ce que tu dis, etc. pour pouvoir rebondir dessus. Si tu me demandes de faire une interview à 17h, ça va être compliqué, tu vois, parce que j'ai bouffé beaucoup d'énergie avant. Et donc du coup, voilà,
entre guillemets, moi j'appelle ça cette gestion de l'énergie, et l'énergie dans tous les sens, hein, mentale, physique, tout ce qu'on veut, c'est super important. Et du coup, faut pas commencer par des actions qui sont, je vais le dire comme ça, mais complètement débiles le matin, parce que ça va nous pomper notre énergie et notre volonté, et l'après-midi, quand on aura un truc important à faire, on n'aura plus le courage de le faire, et on va, comme tu disais, le repousser. Et que si finalement on fait ne serait-ce qu'un truc vraiment important tous les jours dans notre entreprise, on l'a fait avancer, alors que si on passe notre temps juste à répondre des mails, juste à faire la compta, la compta par exemple, moi perso, alors je fais pas la compta, mais j'ai un tableau quand même pour suivre mes finances, où je rentre des chiffres dedans. Faut que ce soit fait, mais pour autant ça me demande zéro énergie en termes, enfin c'est pas que ça me demande zéro énergie, mais ça, j'ai pas besoin d'être ultra à fond dessus, tu vois. Voilà, je rentre mes chiffres, mon tableau il fait les calculs tout seul et basta. Par contre, quand je vais étudier ces chiffres-là pour les comprendre et savoir ce que je peux en faire, là j'ai besoin d'être vraiment à fond dans le truc. Donc du coup, je vais pas faire ça au même moment. Et ces chiffres-là, typiquement, moi je vais les remplir en fin de semaine, à la fin de la journée, basta, je m'en occupe plus, je remplis mes chiffres et je pense à rien d'autre, tu vois. Donc c'est vraiment se connaître et savoir quand est-ce qu'on est productif, quand est-ce qu'on ne l'est pas, et organiser sa journée en conséquence, c'est vraiment un super conseil. Un petit truc, je sais pas si tu connais, pour se connaître et connaître ses forces, ses faiblesses, il y a un outil qui s'appelle Strength Finder, donc Strange en anglais pour la force et Finder pour trouver. Il y a un test à faire qui est absolument génial et qui depuis quelques années maintenant est en français parce qu'avant il était que en anglais. Et franchement, les résultats sont vraiment puissants. C'est pas juste un test psychologique ou un truc qu'on pourrait retrouver dans un magazine. Là, c'est vraiment réputé, vraiment reconnu. Et ils ont toute une chaîne YouTube où ils expliquent un petit peu. Après, ils te donnent des profils à quoi tu peux correspondre, etc. Et puis différentes forces et toute une combinaison de forces. Et c'est extrêmement utile de se rendre compte de ça, parce que c'est pas facile finalement de se connaître soi, et en plus c'est quelque chose qu'on peut faire avec les collaborateurs, leur dire vas-y va faire le test, alors je sais plus il est payant, hein, je sais plus si c'est $25 ou quelque chose comme ça, et de connaître les forces de tes collaborateurs, ça te permet de te dire ok, lui je vais lui donner cette tâche là, par contre je vais pas lui donner celle-là parce que c'est pas là où il va être très fort en fait. Donc ça c'est un truc, je sais pas si tu connais, mais tu pourras éventuellement aller voir. Non, effectivement, maintenant qu'on commence à avoir des collaborateurs, effectivement, ça peut être très intéressant. Ouais. Je mettrai de toute façon le lien dans l'épisode pour que les gens puissent aller voir le Strange Finder. Autre chose, tu as parlé juste très rapidement de se mettre un rappel. Moi, c'est des choses que je fais tout le temps. Même si, a priori, je ne vais pas oublier un interview ou quelque chose comme ça, je me mets toujours un rappel. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça me libère de l'espace mental. C'est que, alors, je ne suis pas spécialiste du cerveau, mais en tout cas, il y a pas mal d'études qui ont été faites qui expliquent qu'en gros, si tu mets un rappel sur ton téléphone ou sur ce que tu veux, en gros, tu sors ça de ta tête parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va te le faire rappeler, qui va t'en rappeler, et du coup, tu n'as plus à y penser. Et ça te libère l'esprit, et du coup, tu es moins surmené, moins fatigué, etc., parce que tu n'as pas ce truc qui tourne en tâche de fond derrière, en fait. Donc, c'est un truc tout bête, mais moi, je mets des rappels pour tous les trucs que j'ai qui doivent être faits à une heure précise. Je mets systématiquement un rappel, même si je sais que je m'en rappellerai a priori. Au moins, voilà, j'ai pas l'inquiétude de l'oublier, ça va être fait, quoi. Se fixer des objectifs, bon, je vais pas forcément m'attarder là-dessus. J'ai même toute une formation en fait qui explique comment on va se fixer des objectifs. Ça s'appelle La Boussole, je mettrai le lien aussi dans le podcast. Un truc que tu as dit, c'est que tu veux essayer d'atteindre le million, c'est un objectif que tu te donnes, mais tu sais que tu vas devoir y passer plus de temps, etc. Du fait que tu vas embaucher une nouvelle personne là, c'est peut-être un objectif qui est complètement atteignable finalement, sans forcément y passer plus de temps, si en termes de délégation ça se passe bien aussi. Je sais pas si comment tu as envisagé les choses à ce niveau-là. Tout à fait, ouais. Dans tous les cas, ça va être une personne qui va apporter quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que moi je suis passé aussi c'est mon entreprise, c'est moi qui gère, et potentiellement les gens me contactent, ou contactent l'entreprise ou contactent le service client en pensant que c'est moi qui vais répondre. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, parce que justement le fait que la boutique elle tourne, moi j'essaye de me libérer un maximum de temps. En plus, comme je disais, cette année, année championnat du monde, pour moi c'est aussi un gros résultat que je me fixe, c'est un gros objectif que je me fixe pour avoir un très bon résultat au championnat du monde. Donc j'essaye de me libérer un maximum de temps. Et du coup, cette personne-là va justement gérer tout ça. Mais c'est vrai que en termes d'objectifs, quand je me dis on fait 500 000 € de chiffre d'affaires en 2021,
pour l'instant, juste avec les 3 premiers mois de l'année, on a un prévisionnel à 680 000. Aujourd'hui, je me dis, on fait 180 000 euros d'augmentation, c'est pas terrible. Alors qu'en fait, 180 000 euros, c'est déjà plus que mon chiffre d'affaires 2019. Et là, c'est juste l'augmentation qu'on a, c'est juste le delta. Et effectivement, c'est énorme. Quand moi, j'ai créé l'entreprise, j'imaginais pas. Je suis carriériste, j'aime bien m'investir, j'aime bien tout donner pour y arriver. Pour moi, quand l'année dernière, je me dis on fait 1,5 million, on commence à parler en millions, déjà ça me fait du bien. Alors après, il faut calculer tout ce qu'il y a derrière, hein, mais c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est vrai que c'est déjà très bien. Et effectivement, d'embaucher cette nouvelle personne-là, je sais qu'il a des idées qui sont encore différentes, meilleures, oui ou non, mais en tout cas beaucoup d'idées. Et pour moi, c'était compliqué parce que c'est mon bébé, mon entreprise. On travaille avec ma femme, on est vraiment dans une entreprise vraiment familiale. Et c'était compliqué pour moi d'imaginer embaucher une nouvelle personne et trouver la bonne personne. Mais je pense que ça permet de se surpasser aussi, parce que l'addition des compétences fait que si, encore une fois, on s'entoure des bonnes personnes, positives et tout ça, on ne peut que y arriver. Et je suis quasiment certain que sur les 3 premiers mois de l'année, on a ce prévisionnel-là. Mais on se donne rendez-vous en décembre. Je pense que si tout se passe bien, on ne devrait pas être loin de l'objectif du million. Ouais. Oui, et puis comme tu dis, il y a une ouverture d'esprit qui si on parle de l'entreprise, c'est comme si elle avait un esprit. Plus tu as de collaborateurs dedans, encore une fois, des personnes positives, des bonnes personnes, plus tu vas ouvrir ton esprit, l'esprit de l'entreprise, en fait, les capacités qu'elle a, ce qu'elle peut faire, vers quoi elle peut aller, etc. Alors avec bien sûr toujours faire attention à pas aller dans tous les sens non plus, mais ouais, c'est une grosse ouverture d'esprit. D'ailleurs, encore une fois, dans le bouquin que je lis en ce moment d'Amazon, n'importe qui dans l'entreprise, du plus bas au plus petit, est capable de proposer des informations à Jeff Bezos, des idées de business à Jeff Bezos. Ils ont tous la capacité de le faire. Ils sont même incités à le faire, en fait. Parce que voilà, ils ont un process de recrutement qui fait qu'ils vont recruter des gens qui ont un état d'esprit j'ai des idées et je vais être motivé pour les mettre en place, tu vois. Donc je pense que c'est super intéressant en effet de recruter du monde pour augmenter la capacité de l'entreprise, mais pas juste la capacité de production, mais la capacité d'idées et de ce qu'elle peut faire, en fait. Oui, ne serait-ce que prendre des décisions. Moi, par exemple, je me pose des questions au quotidien de tiens, est-ce que je devrais vendre ce produit-là ou pas? Alors, l'étude SEO, des choses comme ça sont des outils qui permettent mais des fois c'est pas suffisant. Et c'est vrai que d'avoir un avis supplémentaire, c'est forcément très intéressant. Parce que ça permet de donner cette ouverture-là pour pouvoir prendre une décision qui sera du coup moins compliquée à prendre. Ouais, ok. Dernière chose que tu as dit aussi dans tes explications, c'était le fait de... tu avais 2 choses, rester positif et du coup s'entourer des bonnes personnes. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas forcément si longtemps que ça. Enfin, évidemment, tu sais, on l'entend tout le temps, il faut rester positif, etc. Mais que j'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je dis il n'y a pas si longtemps que ça, c'est comme toi, hein, ça fait déjà sûrement quelques années, mais... et en fait, je me suis rendu compte que, ok, on a forcément des problèmes, mais en fait, c'est nous qui décidons sur quoi on met notre attention. Est-ce qu'on met notre attention sur le problème, et puis, du coup, on va juste voir ça comme un problème, et du coup, en fait, ça va nous miner le moral, et là, clairement... dans le même temps, moi, je fais très attention à mon énergie, etc. Mais on se rend compte que notre énergie, elle tombe extrêmement vite dans la journée parce qu'on a ce problème-là dans la tête, etc. Ou alors, est-ce qu'au contraire, on va pas essayer de voir les choses de façon positive? Est-ce que ce problème-là qu'on a, moi, la plupart du temps, quand je vois un problème, je me dis, si j'ai ce problème-là, mes concurrents l'ont aussi. Si je suis capable de résoudre ce problème-là, je prends une longueur d'avance sur mes concurrents. Donc finalement, un problème, c'est en règle générale une façon pour moi d'être meilleur que mes concurrents. Donc déjà, tu le vois de façon beaucoup plus positive quand tu vois ça. Et puis après, dans tout ce qu'on fait, en fait, d'essayer d'être positif dans tout ce qu'on fait. En effet, là, on fait l'interview, on est dans une période qui est franchement pas cool entre post-Covid, pas vraiment post-Covid d'ailleurs, et puis
Et puis la Russie qui nous fait n'importe quoi à côté, ouais, on pourrait franchement, en effet, avoir les idées noires et se dire le marché il est pourri, les comportements d'achat, on comprend rien. Ouais, c'est clair. Maintenant, d'un autre côté, on est, nous, encore dans une situation qui est quand même, entre guillemets, suffisamment confortable. On peut continuer notre business, on peut avancer, etc. Et si on regarde bien les choses, je discutais avec une membre du programme, avec Valérie qui est membre du programme, et elle disait, bah voilà, ouais, la situation est difficile, les gens ils achètent pas, j'ai même un concurrent qui a fermé. J'ai dit, ok, c'est pas cool, mais finalement, si tu regardes le côté positif des choses, bah toi tu es encore là, et lui il a fermé. Donc finalement, tu gagnes des places en fait, tu vois. C'est sûr. Et voilà, on peut toujours voir les choses de façon beaucoup plus positive. Et d'ailleurs, petite anecdote, sur mon téléphone, j'ai une photo que j'avais prise, etc. Et dessus, j'ai rajouté un texte qui dit Always focus on positive energy. Toujours se concentrer sur les énergies positives. Et c'est un truc qui m'a inspiré en fait quand j'étais à cet endroit-là, qui est absolument magnifique. C'est un lac dans la montagne, avec les montagnes derrière, etc. Et quand t'es là, tu te dis, mais en fait, ouais, j'ai plein de problèmes. Ma boîte, il y a des fois, c'est la galère. Il y a plein de trucs qui me saoulent. Mais quand t'es là, à ce moment-là, tu peux pas te plaindre, en fait, tu vois. C'est juste magnifique, c'est juste super beau. Et en fait, à chaque fois que je vois mon fond d'écran, j'essaie de me rappeler de ça, en fait. C'est que il y a toujours, à un moment donné, t'as toujours des galères, mais finalement, toujours un truc qui te dit, ouais, mais on est quand même franchement bien, on a quand même franchement de la chance, en fait. Et être positif, ça te donne beaucoup plus d'énergie dans ta journée, tu seras beaucoup plus plein d'énergie en fin de journée si t'as été positif toute la journée, en fait. Ouais, non, ça, on est entièrement d'accord là-dessus. C'est sûr que au quotidien, dans le business ou dans la vie perso, on a toujours des trucs qui nous tracassent, ça c'est clair. Moi, j'ai eu le cas, malheureusement, au mois d'octobre dernier, où ma petite, elle a été hospitalisée pour des crises de convulsions. Et c'est vrai que le matin même, tu es dans ton focus de business, de dire voilà, mais attends, j'ai pas ce truc-là, j'ai pas fait ça, un tel m'a pas envoyé ce truc. Ou une crasse qui t'arrive dans le business. Et en fait, là, tu prends une claque dans la tronche et tu te remets dans le contexte. Et tu dis, non, mais en fait, il y a des choses bien plus graves que ça. Et en fait, il faut, alors ça, on va forcément penser au mauvais à chaque fois, mais comme tu disais, capitaliser les petites victoires. Et pour moi, ce tableau-là, aujourd'hui, je devrais presque l'afficher parce que c'est des trucs qu'on oublie, en fait, naturellement. Comme je disais tout à l'heure, si on objective 1 million, quand on fait 600 000, on est déçu, mais on fait 600 000, il y a 2 ans, on faisait 300 000, quoi. Et c'est, voilà, et c'est vrai que moi, je suis compétiteur dans l'âme, alors du coup, c'est pas, je dis toujours, c'est pas un problème, c'est un challenge. C'est-à-dire que, voilà, il y a un truc qui nous arrive, c'est un challenge, il faut le surmonter, puis on s'en sortira forcément grandi dans notre capacité et dans nos connaissances. La courbe aujourd'hui de progression dans n'importe quel domaine, ça monte, ça stagne, et puis il faut passer ce cap-là pour que ça continue de monter. Et c'est sûr que si on est dans la morosité, elle va pas remonter la courbe, elle peut faire que descendre, ça c'est sûr. Ouais, et si tu veux creuser ce point-là encore plus, la positivité, l'énergie, etc. Moi, et je sais que tu écoutes pas mal le podcast, parce que déjà tu l'as dit, tu as cité pas mal de choses que j'ai dit dans les autres épisodes. Je sais pas si tu as entendu cet épisode où j'ai parlé, comment il s'appelle, le petit carnet, ou je sais plus comment, j'ai appelé comme ça. En gros, tous les soirs, moi en fait, je note dans un carnet. Alors, je note toujours un truc qui m'a pas plu dans la journée, parce que c'est un carnet que je vais relire tous les 3 mois et je vais chercher les points d'amélioration dans mon entreprise. Donc tous les soirs, c'est mon rituel de fin de journée, je note dans mon carnet un truc qui m'a pas plu. Je note toujours un truc qui m'a plu. Donc je note toujours dans cet ordre-là. D'abord un truc qui m'a pas plu, ensuite un truc qui m'a plu. Et après, je note, encore une fois, le focus sur une positive énergie. Je note en fait quelque chose sur lequel faut que je prenne du temps parce que c'est chouette, tu vois, parce que il faut que je passe plus de temps et que je passe plus de temps, peut-être ne serait-ce qu'à le consulter, qu'à le regarder. Un truc tout bête, toi, ce matin. Alors peut-être que les gens vont me prendre pour un dingue, hein, mais chez nous, là, on est le 1er avril et il neige. C'est un truc de fou. Il y a 5 cm de neige dehors. Et en fait, c'est juste magnifique. Et du coup, alors pour le coup, toi, on pourrait se plaindre parce qu'en fait, moi, j'ai un jardin qui est assez arboré, etc., avec des fleurs. Et on pourrait se plaindre parce qu'en fait, les fleurs, elles vont crever parce que, voilà, elles vont pas trop aimer la neige, tu vois. Sauf que j'ai fait quelques photos parce que c'est juste magnifique de voir des fleurs super belles avec de la neige dessus.
Et en fait, voilà, à ce moment-là, tu l'as presque jamais parce qu'il neige pas en avril en règle générale chez nous, tu vois. Et donc, du coup, encore une fois, tu vois, tu peux prendre 5 minutes, tu vois. C'était avant d'emmener les enfants à l'école, j'ai pris 5 minutes pour aller dans le jardin et puis regarder un petit peu parce que c'était juste magnifique, en fait. Mais si t'es tout le temps dans le ouais, aujourd'hui, j'ai interviewé Chrono, faut surtout pas que je le foire, faut pas que j'oublie l'horaire, machin, etc. Tu prends pas ces 5 minutes pour regarder le fait qu'il neige au 1er avril et que t'as des fleurs qui sont magnifiques dans la neige, tu vois. Et ça peut paraître un peu bisounours, un peu bizarre, mais au final, c'est des trucs qui font que tu as plus d'énergie et que ça va booster tout ce que tu fais, notamment ton entreprise. Enfin, du moins, j'en suis persuadé. Et puis, tu as l'air aussi de partager un peu ce genre d'avis. Ah, c'est sûr, moi je suis un grand enfant. Ce matin, j'ai imprimé des poissons pour les coller excellent. Sur le dos de mes gamins. Voilà, parce que ça permet de nous sortir de nos tracas du quotidien. C'est clair. Hier soir, je disais à ma grande, on va imprimer des poissons en secret, comme ça on va les coller dans le dos de maman. Ouais, voilà, écoute, tu sais, moi j'ai emmené ma fille à l'école avec un poisson dans le dos sans le savoir. Donc la victime. Voilà, exactement. Donc il y aura vengeance ce soir. Ok, écoute, bon, je pense qu'on a plutôt bien dressé ton portrait, parce que c'était un peu l'objectif de ce que tu fais, ton e-commerce, comment tu le fais évoluer. Je pense qu'il y a pas mal de conseils qui sont cool pour les e-commerçants. Est-ce que tu as une dernière chose sur laquelle tu veux qu'on termine cet épisode ? Non, j'ai pas, voilà, pas vraiment je pense qu'on a déjà effectivement évoqué pas mal de choses ensemble dans ces questions et réponses, mais c'est vrai que moi j'ai pas grand chose à rajouter hormis prenez soin de vous, parce que c'est vrai que voilà, restons positifs, aidons-nous tous les uns les autres. Alors c'est compliqué parce que j'en parle souvent avec ma femme, elle me dit ouais, mais des fois tu vas plus aider les autres que ta propre famille, bon, voilà, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui moi je fais de la petite voiture radiocommandée, je suis un grand enfant. Ça fait 30 ans que je fais ça et je continuerai d'en faire encore plus au quotidien, le plus longtemps possible. Moi, c'est ce que je dis toujours quand je rencontre mes pilotes en école de pilotage ou tout ça. Aujourd'hui, c'est ma passion, mais c'est mon job, c'est devenu mon job, mais c'est ma passion. Le jour où la passion, elle s'éteint, faut arrêter, faut plus faire ça, faut prendre les bonnes décisions pour que on continue à faire ce qu'on aime. Voilà. Si vous avez créé votre business en ligne, je pense que c'est parce que vous aimez ça. Sinon, si vous aimez pas ça, je pense qu'il faut faire autre chose, en fait. Ok, écoute, super conseil. Et si on s'intéresse un peu à ce que tu fais, si on veut se mettre à la voiture ou qu'on fait déjà un peu de voiture radiocommandée et qu'on veut un peu voir ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu nous conseilles quoi comme lien que je mettrai dans la description? Alors, nous, on est très présents sur les réseaux sociaux. J'ai ma chaîne YouTube avec le shop pour tout ce qui est tuto. On essaye de faire des vidéos assez... on essaye de produire des vidéos le plus souvent possible pour aider tout le monde. Et nous, notre site internet est disponible. On vend du produit compétition, donc haute compétition, mais aussi grand public. Donc, sur notre site rsrc.biz, on a tout un panel de possibilités, que ce soit pour les enfants. J'ai des petites voitures qu'on vend pour les petits enfants qui ont 8 ans, à d'autres clients qui ont 70 ans et qui jouent avec un modèle haute compétition. Donc on en a pour tous les âges et tous les goûts. Ok, excellent. Et sur YouTube, il faut taper quoi pour retrouver ta chaîne ? Notre chaîne, c'est RSRC. Ok, comme en général, comme le nom du site ou mon nom, Savoya. En général, on arrive à tomber sur ma tête qui explique 2-3 trucs. Ça marche. Ok. Écoute, un grand merci à toi, Renaud. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très vite. Merci Olivier, à très bientôt. Allez, au revoir. Ciao. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que tu as trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 20 trucs qui vont te permettre de faire développer ton e-commerce. Et si tu veux continuer de justement développer ton site e-commerce, eh bien tu peux t'abonner à ma newsletter qui s'appelle la Black Box. La Black Box, j'aime bien l'appeler mon coffre à trésor où je mets plein d'astuces, plein de solutions, mes conseils et des outils. Tu vas trouver vraiment énormément de choses pour toi dans la Black Box. Si tu as un site e-commerce et si tu veux le faire développer, tu recevras également mes conseils régulièrement. Et c'est aussi là que je partage des offres qui sont totalement exclusives, que tu ne peux avoir que si tu fais partie de la Black Box, et aussi des invitations à des événements qui sont réservés également aux membres de la Black Box. Donc tu auras un lien dans la description de ce podcast pour aller voir ce qu'est la Black Box, et tu pourras laisser ton email pour t'y inscrire.
et du coup être informé dès qu'il y aura des offres, des événements ou dès que j'aurai des conseils à te donner pour développer ton site e-commerce. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!